Merci pour cette gentille. Je tiens tout d'abord à remercier Siham, hein, membre du quart de ma formidable soirée. J'espère vous apporter des mises sur l'HTA et la grosse. D'abord, il faut vraiment situer le cadre nosocomial. Maintenant, les choses y sont très précises. On désigne par HTA gravidique les tensions constatées supérieures à 140 mm pour et 90 diastoliques, sans protéinurie et survenues après 20 semaines d'aménorrhée. Ce n'est pas l'éclampsie, HTA occasionnée par la grossesse. L'éclampsie, la pré-éclampsie, c'est le même seuil de la tension, c'est-à-dire systolique supérieur à 140 et diastolique supérieur à 80. Cette fois-ci, associée à une protéine négative, c'est-à-dire au-delà de 300 mg par 24 heures, ou mieux encore, soit un rapport de protéinurie sur créatinine supérieur à 30. Toujours, cette anomalie de tension doit être constatée après 20 semaines. On désigne par prééclampsie sévère, c'est une éclampsie qui répond à la précédente, mais plus un critère de sévérité, à savoir une systolique supérieure à 160 ou une diastolique supérieure à 90, une forte protéinurie supérieure à 3 grammes, une créatinine supérieure à 90 micromoles, une oligurie, une thrombopénie moins de 100 000, cytolyse hépatique, une douleur épigastrique en barre, douleur thoracique ou un OAP et des signes neurologiques. Et enfin, on parle d'HTA chronique au cours de la grossesse quand il s'agit d'HTA préexistante ou de HTA constatée avant 20 semaines d'aménorrhée. Bien. Euh, Dans le monde entier, la prévalence de la prééclampsie, l'HTA gravidique, en France, c'est 5%. Elle survient majoritairement chez les primipares, dans 75% des cas. Un dixième des cas de prééclampsie en France, c'est des formes sévères. La prééclampsie et la prééclampsie sévère sont responsables de 20% de mortalité péripartum et un tiers des grands prématurés. Pour les chiffres marocains, il y a une très belle enquête qui a été réalisée dans la maternité du CHU Casablanca, étalée entre 2000 et on retombe sur une prévalence de 7%, qui en fait vraiment un véritable problème de santé publique. Alors, la grossesse n'est pas une maladie. Je ne vais pas traiter ça, mais c'est un état physiologique qui accompagne d'un certain nombre de changements. Les changements, ils ont le but de préparer la maman et le fœtus à vivre ensemble ou à se séparer en douce. Mais ces modifications physiologiques, à savoir une hypervolémie, un état de thrombophilie, une chute de tension, peuvent dénuder ou mettre à nu un certain nombre de maladies cardiovasculaires ou rénales. Actuellement, pour ce qui est de la prééclampsie, tout le monde est d'accord que le primo movens, c'est une mauvaise vascularisation du placenta qui est due à une mauvaise pénétration du placenta par ses artères spiralées. Et donc, mauvaise circulation du placenta, ça vous voyez, ça c'est l'état de grossesse normale. Et le milieu, c'est la grossesse avec prééclampsie. On voit une mauvaise pénétration du. Alors que tout à fait à droite, c'est l'état au cours de l'éclampsie, très bonne pénétration du vaisseau, une très bonne vascularisation. Donc, qui dit mauvaise circulation, merci. Et, donc, dit ischémie placentaire. C'est pour ça que l'ancien terme parlait de toxémie. Donc, ischémie, libération de toxines qui vont être à l'origine de tous les symptômes et toutes les anomalies liées à la prééclampsie, à savoir l'HTA, les anomalies rénales de protéinurie, les anomalies de cytolyse hépatique et les anomalies cérébrales. Mais jusqu'à maintenant, en 2024, on n'a pas encore identifié clairement quelle toxine libère le placenta pour provoquer tout ce genre de pathologie. Euh, les facteurs de risque qui exposent la maman à la prééclampsie sont nombreux. Il faut savoir qu'il y a des facteurs génétiques, à savoir les antécédents de prééclampsie ou chez la mère ou chez la sœur ou chez la patiente. Les facteurs immunologiques, ça survient toujours à la première grossesse avec les partenaires.
c'est un conflit d'immunité entre les époux qui déclenche ce genre de choses. Les femmes exposées au stress important sont à risque de développer des, des prééclampsies. Il y a aussi des facteurs maternels, à savoir le diabète, l'HTA, l'obésité. Il y a aussi des facteurs liés à la grossesse, les grossesses multiples et les grossesses très rapprochées. Comment prendre l'attention chez une patiente? Désolé, je ne vais pas vous faire l'affront de montrer ça, mais rappelez-vous une chose. Patiente, prend l'attention, position assise, bras reposés sur un jamais en décubitus dorsal, parce que l'aorte va être écrasée par la grossesse, majorer votre prise de tension. Une fois que vous avez fait la mesure dans les bonnes et due forme, vous avez répété, vous pouvez toujours, vous devez, non pas vous pouvez, vous devez vous faire aider par les automesures à domicile, qui sont vraiment un atout très important, sachant que les valeurs seuil de cette automesure à domicile sont plus basses que la normale, on retient les valeurs normaux premier trimestre alentour de 73 sur américaine, deuxième trimestre 117,73 et troisième trimestre 121,80. Cette prise en charge active, cette prise de tension par les patients va vraiment être très utile pour la communication patient et parturiente, et surtout pour une télémédecine avancée. Est-ce qu'il faut faire des MAPA? Oui, c'est vraiment un atout très important. Quand vous avez encore des doutes sur des chiffres trop variables, et ça va vraiment vous aider à prendre la décision et d'instaurer un traitement, ou aussi à l'inverse, quand il s'agit d'une patiente qui a déjà un traitement antihypertenseur qui ne peut être donné au cours de la grossesse, là aussi, vous pouvez vous faire aider par la MAPA pour pouvoir arrêter ou non le traitement antihypertenseur. Et là aussi, un intérêt pronostic important parce que maintenant, il est clairement démontré que la disparition du dip nocturne au cours de la MAPA, surtout après 24 semaines d'aménorrhée, est fortement corrélée à la survenue de prééclampsie, de retard de croissance de utérus et de prématurité. Il a aussi un intérêt thérapeutique, surtout chez les patientes qui présentent des signes de tension iatrogène. Là aussi, vous pouvez faire recours à la MAPA pour faire le diagnostic. Les valeurs de référence de normal actuellement, j'ai trouvé que cette étude, c'est des valeurs un peu plus basses que chez la population générale. On retient au premier trimestre pour le jour 120 sur 77, la nuit 102 sur 60. Deuxième trimestre 121 77, 100 sur 64. Et au troisième trimestre, c'est un petit peu plus élevé, 124 sur 82. Et pour la nuit, 108 60. Quand vous êtes à cette première phase de diagnostic, recherchez des signes de gravité. Les signes de gravité, trois ordres, biologie et échographie. Les signes cliniques, c'est bien sûr une HTA très forte, des signes neurosensoriels, une oligurie, des douleurs thoraciques, des œdèmes très importants et très généralisés. Tout ça, c'est des signes retenus comme des signes de gravité de la prééclampsie. Pour les signes biologiques, protéinurie massive au-delà de 3 grammes par 24 heures, une augmentation de l'acidurie très importante au-delà de 60 mg par litre, une thrombopénie moins de 100 000, une anémie inférieure à 10 et des signes de cytotonie hépatique ou de CIVD sont toujours des signes de gravité. Pour ce qui est des signes échographiques, c'est plutôt les signes constatés au Doppler des artères ombilicales, surtout quand on voit cette baisse des vélocités diastoliques, témoigne d'une augmentation de la résistance, des résistances vasculaires placentaires. Là aussi, c'est un signe de gravité. C'est très important de détecter ces signes parce que ça va guider notre prise en charge par la suite. Il y a une forme particulière des prééclampsies sévères, c'est le HELP syndrome. C'est un syndrome particulièrement sévère qui peut survenir même en dehors de la prééclampsie. Il associe, c'est important, c'est documenté par un taux bas d'hémoglobine, un taux augmenté de LDH et de bilirubine dans le une élévation des enzymes hépatiques et un taux bas de plaquettes sanguines. Ça se présente cliniquement par une douleur typique. Vous avez vu, vous ne l'oublierez jamais.
vraiment la douleur en barre pour les patientes. C'est une grande urgence, la prise en charge médicamenteuse et surtout l'extraction la plus rapide du fœtus dès qu'il y a une maturité acceptable. Le bilan biologique, on ne revient pas sur la protéinurie qui va déterminer et le diagnostic et la sévérité de la prééclampsie. Il y a aussi d'autres bilans biologiques, c'est la maman, la NFS, l'enzyme hépatique, le bilan rénal et le bilan fœtal, à savoir la hauteur utérine, l'échographie obstétricale et tout. La biologie, actuellement, il y a des nouveautés. Il y a un facteur de croissance placentaire, le PIGF. Au cours des éclampsies, ce facteur de croissance placentaire est anormalement bas, ceci bien avant l'installation d'une prééclampsie clinique, enfin avant la survenue de prééclampsie. C'est un élément de détection. Et à côté du PIGF, il y a 100 récepteurs, le SFLT, qui est là aussi, c'est un peu l'inverse. Le récepteur a des taux anormalement élevés dans le sang, bien avant la survenue de prééclampsie. Et actuellement, on se dirige vers une combinaison des deux, c'est-à-dire un rapport entre le taux de SFLT sur le taux de PIGF. Et plus ce rapport est augmenté, plus le diagnostic est probable. Et au contraire, quand ce rapport est très bas, on peut quasiment éliminer le diagnostic de prééclampsie. Alors, qu'est-ce qu'on retient actuellement? On retient que moins de 38, le rapport moins de 38, permet quasiment d'éliminer la prééclampsie avec une valeur prédictive négative de 99%. Au contraire, une valeur supérieure à 85 avant 34 semaines d'aménorrhée ou 110 supérieure au-delà de 34 semaines d'aménorrhée permet de retenir le diagnostic de prééclampsie, démarrer le traitement. Entre les deux, c'est des sujets à risque qu'il faut contrôler plus fréquemment, à la fois clinique et aussi avec des dosages répétés de ce rapport. Quand est-ce qu'il faut faire le dosage? Bien, on recommande de le faire à partir de la 11e semaine d'aménorrhée, parce que ça va nous permettre un peu de dépister la survenue de la prééclampsie bien avant la survenue clinique. Donc c'est un test de dépistage au début. Je vous rappelle que si un taux est très bas, inférieur à 38, ça vous permet d'éliminer la prééclampsie. On va le faire aussi entre le 2e et le 3e trimestre. Ça va un petit peu cibler les patientes à risque, les patientes qui ont besoin d'un suivi plus rapproché et surtout d'identifier clairement les malades qui présentent une prééclampsie pour commencer une prise en charge active. Alors, pour cette prise en charge, quand il s'agit d'une prééclampsie simple, c'est-à-dire des chiffres tensionnels qui ne dépassent pas 160 sur 105, sans autre facteur de risque, à savoir clinique ou biologique, on peut traiter des patientes en ambulatoire avec une surveillance très stricte, en se mettant bien en tête que 20% de ces patientes vont développer une prééclampsie sévère. Il faut aussi prévoir, planifier l'accouchement entre 34 et 36 semaines d'aménorrhée parce que l'accouchement reste finalement le seul et unique traitement efficace de la prééclampsie. Avant d'instaurer un traitement médicamenteux, il y a un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques, mais là aussi, ce n'est pas les mesures hygiéno qu'on a l'habitude de conseiller à nos patients normaux. Il y a des spécificités des patientes enceintes, notamment, il ne faut surtout pas conseiller un régime désodé, parce que ça risque d'aggraver l'hypovolémie et donc d'aggraver l'ischémie placentaire. Il faut bien sûr penser toujours à un arrêt du travail, surtout pour les patientes qui ont un placement, un effort. Et donc, rappelez-vous surtout de ça, pas de régime salé chez ces patientes. Alors, quand et comment prescrire ces traitements antihypertenseurs? Pour les seuils d'initialisation et les objectifs thérapeutiques, dans la littérature, on trouve des chiffres un peu différents selon les sociétés savantes et selon les dates. Mais on se dirige vers un consensus qui est au niveau de l'HTA gravidique, il faut initialiser le traitement quand la tension est supérieure à 160 sur 110, en cherchant, ou un peu plus bas quand il y a des malades qui présentent un risque cardiovasculaire très important.
en cherchant un objectif thérapeutique pour une systolique qui doit être uniquement inférieure à 160 et une diastolique comprise entre 85 et 100. Pour ce qui est de la prééclampsie, l'instauration du traitement commence là aussi à partir de 140 jusqu'à 160, 90 jusqu'à 110. Et l'objectif tensionnel, malheureusement, n'est pas vraiment précisé, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas baisser trop rapidement, de façon très forte, la tension artérielle, au risque d'aggraver l'ischémie placentaire. Dans la prééclampsie sévère, bien évidemment, dès que la tension dépasse 160 sur 110, lorsqu'il y a un élément de gravité, il faut instaurer le traitement. Il faut essayer coûte que coûte de ramener cette pression à moins de 160 sur 110 le plus tôt possible, surtout par voie parentérale, par voie veineuse. La règle d'or, quand vous prescrivez des antihypertenseurs chez la femme enceinte en ambulatoire, ne pas faire très vite, ne pas baisser trop vite, ne pas baisser trop fort, parce que le placenta n'est pas autorégulé. Le débit sanguin au niveau du placenta dépend immédiatement du niveau tensionnel chez la maman. Et il faut chercher des fourchettes thérapeutiques très raisonnables, comprises entre 120 et 80 jusqu'à 140-90. Si nécessaire, vous pouvez vous faire aider par la MAPA pour ajuster encore mieux votre traitement. Quels médicaments utiliser? Là, il n'y a pas beaucoup de on a toujours recours aux antihypertenseurs centraux. Fort heureusement, ils sont disponibles chez nous. L'aldomètre, pour ne pas le nommer, on peut commencer entre 250 deux fois par jour jusqu'à arriver à 500 mg 3 fois par jour. Le catapressant, c'est 2 comprimés par jour, puis il faut majorer à 3 comprimés par jour. Malheureusement, on est toujours à l'attente de l'alpha bloquant qui n'est toujours pas disponible chez nous, le labétolol, et on se rabat presque automatiquement sur la nicardipine, le Loxène, maintenant le LP50, à la dose de 2 comprimés par jour, matin et soir. Jamais de bêta-bloqueurs parce qu'ils exposent au risque de retard de croissance in utero et de bradycardie fœtale. Jamais de diurétique parce qu'ils majorent l'hypovolémie précoce chez la femme et donc l'ischémie placentaire et ses conséquences. Les formes parentérales et par voie veineuse sont uniquement réservées en cas d'urgence et en cas de prééclampsie sévère. Et les IEC, les ARA2, les inhibiteurs de rénine sont totalement contre-indiqués pour la grossesse. D'accord? Totalement, il n'y a aucune exception là. Alors, toujours dans le cadre de la prééclampsie simple, quel est le rôle de l'aspirine? Alors, toutes les méta-analyses et les études, ils ont démontré que le taux efficace et rentable de l'aspirine, il doit se situer entre 100 et 160 mg. C'est là où on fait le meilleur type de prévention et de la prééclampsie et de ses complications. Quand est-ce qu'il faut instaurer ce traitement par aspirine? Là, les choses sont claires. Le mieux et l'idéal, c'est avant la 16e semaine d'aménorrhée, mais on a une rallonge jusqu'à la 20e semaine d'aménorrhée, et ne jamais instaurer un traitement d'aspirine au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, parce que ça n'a jamais démontré son efficacité. Donc là, j'ai un petit peu résumé les règles de prescription de l'aspirine. Donc, comme on a dit, 100 à 160 mg par jour, avant 16 semaines jusqu'à 20 semaines, mais jamais au-delà de 20 semaines. Ne pas prescrire le traitement en préconceptionnel. Vous allez dire, c'est une femme à risque, je vais lui donner l'aspirine avant même qu'elle tombe enceinte. Il n'y a aucune vérification scientifique de ça. Il ne faut jamais poursuivre le traitement jusqu'à l'accouchement. Il faut l'arrêter à la 36e semaine d'aménorrhée. Et chose que je ne savais pas personnellement avant de préparer ce topo, il faut privilégier les prises nocturnes. Les méta-analyses de l'aspirine dans les prises nocturnes. On nous a toujours matraqué le bénéfice du calcium, de prise de calcium au cours de la prééclampsie. Il faut dire que les données sont disparates. Certaines études sont très en faveur, les autres ne sont pas. Quoi qu'il en soit, c'est une indication qui est toujours retenue. Par contre, la vitamine D, là, les données sont insuffisantes pour proposer systématiquement une supplémentation en vitamine D chez les patientes avec prééclampsie. Ça, c'était la prééclampsie simple.
Pour la prééclampsie sévère, c'est-à-dire avec des chiffres très élevés, des signes de souffrance rénaux, hépatiques, cérébraux, là, il faut vraiment hospitaliser. Commencer par hospitaliser, ça peut paraître un peu sévère, mais la prise en charge en ambulatoire n'est pas retenue dans ce genre de situation. Il faut prendre une voie veineuse et il faut privilégier les traitements par voie veineuse dans un premier temps, à passer au traitement par voie orale. Les traitements par voie veineuse, nous n'avons pas beaucoup de choix chez nous, hein. Il n'y a que le Loxène. Je vais vous préciser qu'on démarre par un bolus de 0,5 mg pendant 2 minutes. Et puis, on le répète 3 fois jusqu'à une baisse significative, moins de 160 sur. Et puis après, on a une dose d'entretien de 4 mg par heure jusqu'à normalisation de tension. Et après, peut-être, s'il y a un rétablissement clinique et biologique de la patiente, peut-être passer à la voie orale. Qu'en est-il du sulfate de magnésium? Il a sa place de prédilection et toutes les méta-analyses sont d'accord pour dire qu'il faut le prescrire systématiquement en cas de crise d'éclampsie, de crise tonico-clonique. Par contre, le prescrire systématiquement en cas de prééclampsie sévère afin de prévenir l'éclampsie, là, les données ne sont pas encore bien précises. Donc, toute patiente qui a déjà fait une éclampsie, à savoir des crises tonico-cloniques, là, il faut du sulfate de magnésium. Il y a une dose de charge qui doit être administrée sur 20 minutes de 4 grammes et puis une dose d'entretien d'1 gramme par heure. Et si jamais il y a une récidive d'éclampsie de crise tonico-clonique, il faut un deuxième bolus, là, de 1 gramme sur 3 à 5 minutes. Ça, c'est bon, mais le primo movens, c'est une ischémie placentaire par une mauvaise vascularisation. Et donc, finalement, le traitement, c'est l'élimination de l'ischémie placentaire. C'est-à-dire que la survenue du prééclampsie, c'est un signalement de dégagement pour le bébé. Et donc, à quel âge de grossesse il faut expulser? En cas de prééclampsie légère, entre 34 et 36 semaines d'aménorrhée. Lorsqu'il y a des signes de gravité, dès qu'on arrive aux 34 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à une maturité satisfaisante du fœtus, il faut déclencher l'accouchement. Dans le HELP syndrome, c'est automatique. On ne pense plus au bébé, on pense à sauver la maman. Donc, c'est un accouchement immédiat. Est-ce que la voix basse est contre-indiquée? On peut toujours tenter la voix basse, même chez des patientes qui ont des éclampsies sévères. Ne pas proposer de césarienne programmée ou une prééclampsie sévère. Alors, après l'accouchement, immédiatement après, pour l'allaitement ne majore pas la tension artérielle. Alors que les médicaments bloqueurs de l'allaitement, la bromocriptine, elle peut un petit peu les chiffres tensionnels. Les seuls antihypertenseurs qui passent pleinement dans l'allaitement sont le propranolol et la nifedipine. Il faut privilégier la nicardipine, l'oxène, le captopril, l'enalapril. Donc là, on a le choix pour les molécules commerciales. L'alpha-méthyldopa, donc l'aldomètre, il faut l'arrêter dès que la patiente a accouché. Passer à des classes thérapeutiques. Après la naissance, il ne faut pas lâcher des patientes dans la nature. Il faut un suivi régulier des prises de tension biologiques. Il ne faut pas hésiter à faire une MAPA entre 1 mois et 3 mois. Ça va vraiment nous aider pour établir le diagnostic. La protéinurie, au-delà de 3 mois, ce n'est plus de la prééclampsie, mais il faut chercher une maladie sous-jacente. Il faut faire un bilan de thrombophilie lorsqu'il y a des appels de maladies thrombophiliques. Et pour les grossesses ultérieures, il faut un suivi précoce avant même la 4e semaine d'aménorrhée. Et chose que je ne savais pas, c'est que la contraception orale peut être prescrite chez les patientes qui ont déjà présenté une prééclampsie, à condition qu'il n'y ait pas d'anomalie biologique clinique qui indiquerait cette contraception orale. Et à la périménopause, il faut dépister l'HTA et les facteurs de risque parce qu'il faut garder en tête que la survenue de prééclampsie est un véritable facteur de risque cardiovasculaire puisque ça multiplie par 6 fois la survenue d'HTA chronique, 2 fois la coronarographie, 2 fois l'AVC, le reste des événements cardiovasculaires majeurs. Je
pour conclure, je reviens sur le fait que ce n'est pas une HTA simple qui survient à une femme enceinte, mais c'est une HTA à part entière, grâce à sa spécificité de terrain, de physiopathologie et de prise en charge, que c'est une maladie endothéliale systémique secondaire à une ischémie placentaire, qu'elle génère une grande mortalité materno-fœtale et qu'actuellement, on a de meilleurs outils de diagnostic pour le dépistage et l'établissement du pronostic de la prééclampsie, que la prise en charge est bien codifiée actuellement et elle est pluridisciplinaire. Il y a le cardiologue, le gynécologue et le réanimateur. Et enfin, que la délivrance, l'expulsion du placenta reste le traitement curatif d'éclampsie sévère. Et je vous remercie. Alors, juste pour les gens qui sont intéressés, très bien faite par la Fédération française de gynéco. Là, vous avez le code barre si vous prenez pour les patients. Là, très bien. Encore une fois, merci. Ah, pardon. Merci beaucoup, docteur. Vraiment actif et Merci. complet, qui nous a rappelé plusieurs notions C'est ça. oubliées Exactement. avec le temps. C'était le but. Et il y a des questions dans la salle. Moi, j'aimerais. Bravo pour la présentation. Cadre. Parce Alors, qu'à la MAPA, c'était oui, très, oui, très oui. bas les chiffres. Alors, les chiffres que j'ai présentés, c'est les chiffres de américains. valeur normale. Normal. Mais le chiffre pour retenir le diagnostic, il reste les mêmes. Hein. Il reste les mêmes. Mais on dit, classiquement, physiologiquement, grâce à son hypovolémie efficace et tout le reste, normalement, une grossesse normale, il y a une baisse des chiffres un peu moins importante au cours du troisième trimestre, mais les tout pas. Mais vous avez bien raison de préciser ça. Les chiffres pour retenir l'HTA, ils restent les mêmes la MAPA au cours de la grossesse que les. Je n'ai aucune réponse parce que je ne parle pas quand on a des chiffres entre les deux. Est-ce qu'il faut répéter les MAPA fréquemment? Par rapport il est sur le prix. Aucune idée. Mais maintenant, en France, c'est une recommandation retenue, remboursée par la Sécurité sociale. Vous avez vu, il a une très, très, très forte valeur prédictive négative. Maintenant, c'est vraiment un outil de diagnostic. Ça reste vraiment très ambigu quant aux objectifs à atteindre sous traitement. Déjà, il faut commencer à partir de 160 traitements médicamenteux. Et quelle est la limite inférieure qu'il ne faut pas descendre dessous? Classiquement, on dit 140. Mais ça, c'est empiriquement. Hein. Il n'y a aucune étude qui dit ça. Et chaque société savante, classiquement, il ne faut pas baisser moins de 140 et moins de 85 la diastolique pour ne pas aggraver l'ischémie placentaire et donc aggraver encore les symptômes de l'éclampsie. Tu avais dit que l'aspirine, avant la conception, n'apportait aucun. Par contre, il y a beaucoup d'écoles gynécologiques, particulièrement dans les PMA, qui préconisent l'aspirine 2-3 mois avant la conception. Oui, je suis d'accord avec toi, mais les sociétés savantes, aucune n'a retenu les prescriptions de l'aspirine en pré-conception. Peut-être c'est des grossesses très à risque, très désirées, peut-être de se mettre toutes. La grossesse. La conception. Non, et là, c'est particulièrement dans les PMA. Constituerait aussi un facteur de risque de prééclampsie. Oui, mais la prescription en préconceptionnelle, pour l'instant, ce n'est pas encore retenu. Pour les désirs de grossesse après, pour surtout les femmes ou les patientes qui ont présenté une éclampsie ou sévère,
ils nous demandent souvent conseil. Est-ce que ça peut arriver pour les prochaines grossesses ou non? Alors, Quels sont les conseils alors? rappelez-vous, la physiopathologie, c'est un conflit immunologique entre la femme et l'homme au début, hein. C'est vraiment l'une des... classiquement, une éclampsie, c'est uniquement la première grossesse. Mais vous savez tous comme moi qu'il y a beaucoup de prééclampsie qui récidivent. L'un des facteurs de risque de survenue de prééclampsie, ce sont les grossesses rapprochées, moins de 2 ans entre les deux enfants. Et donc, si vous avez des conseils à donner, peut-être que le risque classiquement n'est pas très élevé, mais il vaut mieux espacer les grossesses pour réduire le risque de survenue de cette éclampsie. J'ai une petite question juste pour rebondir, parce qu'on en a beaucoup parlé des chiffres. À partir de quels chiffres on traite l'hypertension, c'est la femme enceinte. Donc, juste pour bien préciser, c'était bien les 150 sur 100 mm de mercure. 159, 160. Je sais pas, moi j'ai une petite interrogation sur ça, hein. Je sais pas. Le but, c'est ça. Ce n'est pas une HTA classique. Tu n'es pas là pour corriger les facteurs de risque du patient. Tu es là pour préserver et la maman et le bébé. Alors, on parle... Donc, c'est un compromis entre les deux. Donc, tu ne dois pas surexposer ta maman au risque de complications d'HTA et tu ne dois pas exposer le fœtus à un retard de croissance. Donc, 150 sur 100 mm de mercure avec prééclampsie, protéinurie positive, on ne traite pas. Non. Sans autre facteur de risque. Classiquement, c'est comme ça. Mais vous avez vu qu'il y a des disparités entre les sociétés de savantes de chaque pays. Par rapport à ça, je pense que je suis d'accord avec Rizlen. Pour les derniers recos de 2018, il parle de seuil de 150 sur 95. Lesquels? Les recos d'HTA, Arterial Hypertension, l'ESC. Les recommandations européennes de l'ESC, il parle d'un seuil de 150 sur 95 chez la femme enceinte de façon générale, avec ou sans prééclampsie. C'est vrai que je suis d'accord par rapport au seuil. Réflexion par rapport à l'apnée du sommeil et grossesse, voir aussi fréquemment avec la prise de poids, etc. Je pense qu'il serait justifiable aussi de faire une recherche d'apnée du sommeil et le prendre en charge, parce que ça peut être une cause secondaire. Effectivement, Voilà. c'est un facteur de risque de prééclampsie majeur, un facteur de retard de croissance, complications. Vous avez parfaitement raison. C'est une indication retenue de faire la MAPA au cours du deuxième